Deux pays recherchent une adolescente disparue, vue pour la dernière fois la veille de Noël. Sa famille et ses amis l'ont cherchée désespérément pendant les fêtes après sa disparition soudaine au petit matin. Que pourrait-il lui être arrivé? Parlons-nous de la possibilité d'un trafic d'êtres humains et que pouvez-vous faire pour aider dans cette enquête? Bienvenue dans Sidebar de Law and Crime, je suis Jesse Weber. Nous avons cette situation qui évolue rapidement à San Antonio, au Texas, dont nous devons parler. Les forces de l'ordre. Ils demandent aux habitants du nord-ouest du comté de Bexar de vérifier leurs caméras de surveillance et d'appeler immédiatement les autorités s'ils remarquent quelque chose de suspect autour de la veille de Noël. Pourquoi? C'est à ce moment que le bureau du shérif du comté de Bexar rapporte que Camila Mendoza Olmos, 19 ans, a été vue pour la dernière fois et pourrait être en danger imminent. Selon les autorités, Camila a été vue pour la dernière fois avant 7 heures du matin, le mercredi 24 décembre, dans le quartier Caspian Spring. Le bureau du shérif pense qu'elle a été aperçue sur une caméra de surveillance d'un voisin, juste devant chez elle, en train de chercher quelque chose dans sa voiture. Les adjoints du shérif affirment que les images auraient ensuite été interrompues. Mais on pense qu'elle est partie à pied, car sa voiture était toujours à la maison lorsque sa mère a appelé le 911 pour signaler sa disparition. Cela s'est produit après que sa mère aurait contacté le petit ami et le père de Camila, selon News Nation. Maintenant, les adjoints du shérif disent qu'elle n'avait peut-être que la clé de sa voiture et son permis de conduire sur elle. Son téléphone était à l'intérieur de la maison, donc c'est très inhabituel. C'est très inhabituel selon sa famille et ses amis. Sa mère Rosario a presque déclaré à la chaîne texane KSAT: « J'ai appelé son téléphone portable, mais le téléphone était là, sur le lit, et il était éteint. Je l'ai mis à charger et je suis sorti la chercher. Je pensais que j'allais la trouver comme d'autres fois, en train de marcher, et que nous rentrerions ensemble à la maison. Mais évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé. » Et voici autre chose. Camila était apparemment censée aller acheter une robe pour un événement avec sa meilleure amie, qui s'appelle aussi Camila. Le jour de sa disparition, son ami a confié au New York Post que Camila avait dit « au revoir » au téléphone la veille. « Camille, je t'aime !» C'est encore très inhabituel. C'est potentiellement la raison pour laquelle les autorités disent qu'elle est en danger imminent. Les autorités du comté de Bexar disent que Camila, qui mesure environ 1,63 m et pèse 50 kg, portait ce pull noir North Face signalé. Il a des accents bleu ciel. Elle portait un short de pyjama bleu ciel et des chaussures blanches. Le bureau du shérif a déclenché une Clear Alert, une alerte coordonnée pour le sauvetage d'adultes, selon le département de la sécurité publique du Texas. La Clear Alert aide les forces de l'ordre à localiser et à secourir les adultes disparus, enlevés ou kidnappés, ou les adultes en danger immédiat de blessures ou de mort, ainsi qu'à retrouver d'éventuels suspects. Elle s'applique quand une personne de 18 à 64 ans disparaît et que sa localisation est inconnue. Un critère demande aussi qu'une enquête préliminaire ait confirmé un danger imminent de blessure ou de mort pour l'adulte. Ou bien la disparition est-elle involontaire, par exemple, s'il s'agit d'un enlèvement ou d'un kidnapping. Cette alerte claire a été demandée dans les 72 heures après la disparition. Et aussi, un autre critère est qu'il y ait suffisamment d'informations disponibles à diffuser au public pour aider à localiser la personne, un suspect ou le véhicule utilisé lors de l'incident. Il est donc crucial de partager dès maintenant les informations sur Camila. Le New York Post indique que, d'après la famille, plus de 100 personnes ont fouillé un rayon de 5 km autour du lieu où Camila a été vue pour la dernière fois. KSAT a rapporté que le FBI a également aidé dans cette recherche et cette enquête. Fox News indique que la sécurité intérieure est aussi impliquée dans l'affaire, d'après un communiqué du shérif du comté de Bexar, publié sur Facebook ce week-end. La mère de Camila a déclaré que Camila avait l'habitude de faire une promenade matinale, mais elle s'est inquiétée lorsque Camila n'est pas revenue dans un délai raisonnable. Le shérif du comté de Bexar a déclaré que Camila et son petit ami se sont apparemment séparés plus tôt cette année, mais affirme qu'il semble que la séparation ait été à l'amiable. Il a ajouté « Nous ne voulons rien manquer. La recherche au sol reste limitée à quelques kilomètres carrés. Nous n'excluons pas non plus que cette affaire puisse nous emmener au-delà des frontières des États-Unis continentaux. » Il a aussi été confirmé que des autorités hors des États-Unis recherchent ce jeune homme de 19 ans. Le bureau du procureur général de Nuevo León, au Mexique, aurait diffusé un avis avec la photo de Camila demandant des informations. Alors, bien sûr, maintenant, la question est, que pourrait-il lui être arrivé? Est-ce qu'elle a fugué de chez elle avec quelqu'un de son propre chef? Peut-être peu probable. Aurait-elle pu être enlevée dans son quartier tranquille? Maintenant, je vais dire ceci.
Comme le Texas est un État frontalier, il a longtemps été une priorité pour les autorités qui traquent la traite des êtres humains. Nous devons en discuter. D'après un rapport de la Ligne nationale d'assistance contre la traite des êtres humains, en 2024, la ligne d'assistance a reçu plus de 2000 signalements incluant email, discussions en ligne, services de messagerie courte ou appels téléphoniques. Près de 700 de ces signalements provenaient de victimes ou de survivants de la traite des êtres humains. C'est ce que rapporte le rapport. Ces signalements ont ensuite permis d'identifier plus de 1000 cas en 2024, impliquant plus de 2000 victimes. C'est un vrai problème, c'est une véritable préoccupation, vous savez. Déjà en 2022, ce média KSAT, ils se sont entretenus avec Char McMichael, le directeur exécutif de la division de la traite de l'organisation à but non lucratif BCFS Santé et Services sociaux. Selon McMichael, le comté de Bexar offre un couloir idéal aux trafiquants d'êtres humains grâce à la convergence de plusieurs grandes autoroutes. Et McMichael a affirmé qu'environ 80 000 mineurs sont victimes de la traite au Texas, ce qui implique d'ailleurs non seulement le travail du sexe, mais aussi le travail forcé. Donc on parle d'endroits comme des usines, des cuisines, des hôtels, et les fugueurs sont particulièrement vulnérables. Encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé ici, mais c'est quelque chose à garder à l'esprit. En fait, McMichael a déclaré à KSAT « Les statistiques montrent que dans les 24 heures, un fugueur sur 3 est vendu à la traite sexuelle. Près de 40% des fugueurs sont exploités par le travail. Pour être clair, nous ignorons ce qui se passe ou ce qui arrive à Camilla. Il n'est toujours pas clair si elle est partie d'elle-même ou a été emmenée, mais il faut le mentionner et le remettre en contexte. Néanmoins, sa famille, cependant, dit que pour elle, s'enfuir, disparaître complètement, ce n'est pas dans son caractère, surtout partir sans son téléphone. Le shérif du comté de Bexar, Salazar, a également déclaré qu'il voulait s'assurer que Camilla n'avait pas été prise dans une descente d'immigration. C'était donc aussi une préoccupation. Le shérif dit qu'elle est citoyenne américaine, mais il était possible qu'elle ait été détenue par erreur, a déclaré le shérif à American Broadcasting Company News, je cite. Préoccupation personnelle. J'ai donc dû vérifier qu'il n'y avait ni interpellation, ni détention, ni présence dans un centre de détention fédéral. C'est quelque chose que nous devions vérifier. Et bien que le shérif Salazar ait dit à American Broadcasting Company News que Camilla pourrait être en danger imminent, il ne semblait pas donner plus de précisions sur ce que cela implique ou pourquoi. Maintenant, Rosario, la mère de Camilla, a confié à KHOU « Priez, priez, priez et demandez de tout cœur à Dieu, aux anges et à la Vierge Marie. Peu importe en qui vous croyez, je vous en prie, demandez que ma fille revienne. » C'est là que vous intervenez. Si vous possédez des images de surveillance montrant une personne correspondant à la description de Camilla, informez les autorités. Toute personne ayant des informations sur l'endroit où elle se trouve est priée d'appeler le bureau du shérif du comté de Bexar. Le numéro s'affiche à l'écran. Nous l'ajouterons aussi dans la description, mais c'est le 213 135 6000. Vous pouvez aussi contacter l'unité des personnes disparues du BCSO à personnedisparuesbexar.org. Encore une fois, si vous avez des informations crédibles, veuillez en informer les autorités. D'accord? Donc je voudrais inviter quelqu'un maintenant. L'instructeur des forces de l'ordre et consultant auprès des jurys, Sonny Slaughter, que nous n'avons pas reçu depuis un certain temps. Donc c'est un plaisir de vous revoir, Sonny. J'aurais préféré que ce ne soit pas la situation dont nous parlons. J'ai décrit les efforts de recherche, j'ai décrit les différentes agences impliquées. Que pensez-vous que les forces de l'ordre font en coulisses en ce moment? Qu'est-ce qui vous marque le plus? Ravi de te voir, Jessie. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais donc, je suivais cette affaire au fur et à mesure qu'elle évoluait et l'une des choses que je vérifiais juste avant qu'on passe à l'antenne. Je sais qu'ils ont le FBI, ils ont la sécurité intérieure et tu sais, la sécurité intérieure, d'ailleurs, j'ai été instructrice flexi au Department of Homeland Security officiellement. Mais ils ont le Homeland Security Investigations parce qu'ils ont mentionné la traite des êtres humains. Donc, Homeland Security Investigation, c'est Homeland Security Investigation, qui est une branche très particulière de l'unité pour la traite des êtres humains. Ils sont très formés pour lutter contre la traite des êtres humains. Et je voulais voir s'ils l'étaient parce que c'est près de la frontière et il y avait des discussions sur la traite des êtres humains s'ils avaient effectué des contrôles d'interdiction. Et actuellement, selon ce qui est disponible au public, il est indiqué qu'ils ne le sont pas. Cependant, à cause des unités fédérales, des agences fédérales d'application de la loi qui sont impliquées en raison de son emplacement et de sa proximité et de la traite des êtres humains.
Je crois qu'ils sont actuellement en train de suivre toutes leurs pistes avec des informateurs, ceux qui sont liés à des réseaux de traite des êtres humains, pour voir s'il y a un potentiel quelconque de ce côté-là. Ils font aussi ce que j'appellerais une cartographie d'identité, afin d'identifier les cas récents de traite des êtres humains. Et est-ce que Camilla correspond à cela? Camilla, je pense que c'est ainsi qu'on prononce son nom en disant mon second prénom. Est-ce qu'elle correspond à la description de ces personnes? Et d'après ce que j'ai vu, ces photos et tout, elle correspond tout à fait à cette description. Les gens ne disparaissent pas comme ça. Et c'est une jeune femme de 19 ans. Elle n'est pas sur son téléphone portable. Elle est sortie. Elle avait l'habitude de marcher le matin. Quelqu'un a peut-être suivi ses habitudes et a remarqué que c'était quelque chose qu'elle faisait. Donc, elle n'a pas simplement disparu. Il lui est arrivé quelque chose et les forces de l'ordre essaient actuellement de retracer ses pas. Chercher d'autres enregistrements de caméras dans la zone, poser des questions, faire des interviews, frapper aux portes, faire du porte-à-porte. C'est bien avec le FBI, ils font généralement ça. Et puis, vous savez, essayer de comprendre où elle pourrait être et si. La traite des êtres humains est l'un des éléments, qu'elle ait traversé ou non des frontières ou qu'elle soit toujours confinée dans la région. Et cela fait plusieurs jours, donc il se passe beaucoup de choses. Je vais préciser un peu. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe ici. Mais si nous supposons un instant que la traite des êtres humains est un élément ici, si quelqu'un est impliqué dans la traite des êtres humains, à quel point est-il difficile de découvrir ce qui leur est arrivé et à quel point est-il difficile de les retrouver? Il est très difficile de découvrir ce qui s'est passé, surtout si personne n'a rien vu. Et s'il y a des réseaux qui opèrent dans la région et que personne ne parle, alors c'est encore plus difficile parce que les gens peuvent disparaître rapidement et parce qu'elle a été absente pendant plusieurs heures. Que ce soit un trafic d'êtres humains ou, je déteste le dire ainsi, un simple enlèvement qui n'a aucun lien avec la traite des êtres humains. Les gens peuvent disparaître très rapidement, les choses peuvent devenir clandestines très vite et ensuite, il est difficile de ramener les personnes victimes de la traite des êtres humains. Des réseaux bien organisés et très discrets, je dirais, où les gens peuvent disparaître en un clin d'œil. J'ai mentionné au début que les forces de l'ordre demandent aux gens de remettre leurs images de vidéosurveillance ou de regarder leurs images de vidéosurveillance. Dans quelle mesure cela sera-t-il utile et comment les forces de l'ordre analysent-elles ces images pour retrouver une personne ou établir une chronologie? Comment cela fonctionne-t-il? Donc, l'une des choses que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que lorsqu'on parle des forces de l'ordre, on pense toujours aux personnes qui portent un badge. Mais les forces de l'ordre comprennent des agents assermentés ainsi que des civils qui travaillent sur les procédures. Donc, ce qui se passe probablement, c'est qu'ils ont une task force, ils ont un groupe, ils ont un poste de commandement et les personnes observent. Il y a des personnes distinctes qui regardent toutes les images. Ils observent depuis chez eux et aussi depuis des entreprises. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre la partie centrale de l'endroit où elle était et où ils l'ont vue pour la dernière fois et à partir de toutes les images disponibles, ils vont examiner les entreprises, les banques, les magasins, les lieux et les autoroutes pour déterminer quel pourrait être l'itinéraire. Identifier ces voitures. Ce sont des analystes qui regardent et analysent les vidéos. Et ensuite, ils envoient ces informations aux professionnels assermentés des forces de l'ordre qui mènent les entretiens. Et ils essaient de limiter toute mauvaise communication ou désinformation afin de ne pas partir dans 100 directions différentes. C'est une tâche très fastidieuse parce que d'une part, ils ne savent pas forcément ce qu'ils cherchent ni qui ils cherchent, à part la victime identifiée. C'est éprouvant, c'est long, c'est très coordonné. Et finalement, vous pourriez voir les marshals américains s'impliquer s'ils le peuvent pour aider aussi à retrouver la personne. Ce sont certains des meilleurs pisteurs au monde que nous ayons, ceux qui travaillent avec les services des marshals américains. Donc, même si leurs noms n'ont pas été mentionnés, les marshals américains. Les forces de l'ordre utilisent actuellement tous les outils à leur disposition pour examiner les enregistrements, établir une chronologie plus précise du moment où elles l'ont vu pour la dernière fois et examiner ces informations cruciales. Que tout le monde publie, quel que soit le type d'enregistrement qu'ils ont, s'ils voient quoi que ce soit.
Est-il essentiel que cela fasse désormais l'objet d'une alerte claire? Je l'ai déjà mentionné, quels sont les critères pour cela? Que le FBI soit impliqué et apporte son aide, que la sécurité intérieure apporte aussi son assistance. On observe une coordination entre plusieurs agences et le bureau du shérif du comté de Bexar. Il y avait apparemment plus d'une centaine de personnes participant aux recherches. Vous avez de nombreux regards, des ressources et désormais le système Clear Alert. À quel point est-ce important? Et est-ce que cela vous rassure en pensant qu'on pourrait peut-être la retrouver plus tôt que prévu? C'est extrêmement rare qu'ils aient déclenché l'alerte Clear parce que ce n'est pas toujours le cas. La coordination de plusieurs agences de police n'est pas toujours exceptionnelle, mais dans ces cas particuliers, chacun sait quel est son rôle, quelles sont ses responsabilités. Et tant qu'il y a une direction forte, je crois que nous saurons plus tôt que tard où elle se trouve et ce qui a potentiellement pu lui arriver. J'espère qu'elle pourra être retrouvée rapidement où qu'elle soit. Cependant, si cela n'arrive pas, alors la famille devra faire face à la durée de tout ce qu'elle traverse au sein de la communauté. Je suggère à tout le monde de rester vigilant, d'être sur ses gardes et de coopérer pleinement avec les forces de l'ordre. C'est vraiment, vraiment important. La coopération non seulement des agences de maintien de l'ordre, mais aussi de la communauté. À quel point est-ce inhabituel à ce stade? Du moins d'après ce qui est rapporté publiquement. Nous n'avons vraiment aucune idée de ce qui lui est arrivé. Nous n'avons aucune preuve matérielle de ce qui s'est passé ici. Il existe une étrange vidéo d'elle fouillant la voiture, son téléphone étant resté derrière. Elle a peut-être quitté les lieux avec son permis, mais ils ne trouvent rien. À quel point est-ce inquiétant ou inhabituel? Et est-il possible que les forces de l'ordre en sachent plus que ce qui est partagé publiquement? Je veux dire, il parle d'un danger imminent. Il parle d'un danger imminent sans expliquer davantage de quoi il s'agit? Vous savez, le public veut toujours plus d'informations, mais parfois le silence et ce qui n'est pas partagé est vraiment crucial. Parce que d'une part, ils doivent assurer la sécurité de la personne qu'ils essaient de récupérer. Et je suis sûre qu'ils font des choses et qu'ils ont des informations qu'ils ne partagent pas. C'est stratégique, c'est intentionnel et ils doivent garder certaines choses secrètes. Parce que s'ils ont des informations supplémentaires, ils ne veulent pas que le ou les auteurs sachent à quel point ils pourraient être proches. Donc, ne pas divulguer certaines informations est vital et dire simplement qu'il y a un danger imminent est vraiment important. Les gens devraient prêter attention aux mots-clés, aux expressions comme danger imminent, sans essayer de se concentrer exactement sur ce que cela signifie. Et sachez qu'ils n'utilisent pas ce genre de langage à moins qu'ils n'aient déjà identifié un risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Danger imminent? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui les amènerait à cette conclusion? Ils ont peut-être trouvé du sang, ils ont peut-être entendu des informations selon lesquelles elle prenait quelque chose. Je suis sûre qu'il y a un certain type de preuve qu'ils ne partagent pas, qui indique un danger imminent, ils savent quelque chose. Sinon, ils n'utiliseraient pas ce langage précis. Danger imminent signifie une menace inconnue du public, potentiellement connue des forces de l'ordre et qui est grave. Et qu'ils ont besoin d'obtenir autant d'informations que possible du public pour localiser la personne qu'ils recherchent. Pouvez-vous développer cette dernière partie? Dans quel sens? En dehors des images de vidéosurveillance, qui pourraient être essentielles dans cette affaire, que peut faire de plus le public? J'ai mentionné sa description, j'ai donné le numéro de contact. Que peut faire le public à ce stade? Continuez à regarder les images, suivez la couverture médiatique. Partagez toute information diffusée par des sources fiables comme Law and Crime Network et les forces de l'ordre. Ne tombez pas dans le piège des théories du complot. Laissez le travail d'enquête et les affaires de police aux forces de l'ordre et continuez simplement à partager les informations. Je voudrais dire quelque chose rapidement, Jessie. C'était il y a longtemps. Jennifer Kessing a disparu en Floride et son affaire est revenue sur le devant de la scène. Cela remonte à plus de 20 ans. J'ai appris quelque chose de ses parents en travaillant au bureau des victimes d'actes criminels que la famille devrait savoir. Beaucoup de gens aiment afficher des avis de recherche, mais ces affiches peuvent être affectées par leur emplacement. L'une des choses que la famille de Jennifer Kessing a faites était, ils ont créé des cartes de visite avec les informations que vous partagez actuellement et que d'autres partagent avec le nom, la date de naissance, le poids et tous les détails, ainsi qu'un numéro.
Vous pouvez déposer ces cartes de visite partout, notamment dans les restaurants, et continuer à les laisser où que vous alliez. Donc, si malheureusement elle n'est pas retrouvée tout de suite. Et si une personne de votre famille disparaît, les cartes de visite vous apportent un sentiment différent de elles ne sont pas grandes, mais elles parlent très fort parce qu'on peut les laisser dans les toilettes, on peut les laisser n'importe où sur la table quand vous sortez dîner. Et les gens ont tendance à prendre une carte de visite, ils ne vont pas forcément emporter un flyer. Donc, dans l'intérêt d'aider les forces de l'ordre, la capacité de conserver ces informations et de continuer à les diffuser est vraiment essentielle. Ça aide et tout ce que vous voyez quand on dit si vous voyez quelque chose, dites-le. C'est vraiment vrai. Gardez sa photo visible, gardez son nom sur nos lèvres et continuez à parler de l'affaire jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée. Une dernière chose, cette idée que le Mexique ou d'autres autorités extérieures aux États-Unis pourraient aider le procureur général de Nuevo León. Vous savez, il publie un avis avec la photo de cette jeune fille, toute information demandée. Comment ça fonctionne? Avez-vous confiance dans les autorités en dehors des États-Unis pour aider dans cette enquête? Oui, j'ai confiance, même si, vous savez, on ne croit pas toujours, d'après la télévision et ce qui se passe, que toutes les forces de l'ordre en dehors des États-Unis soient corrompues. J'ai déjà travaillé sur ce type d'affaires de traite des êtres humains et collaboré avec Interpol et d'autres agences de maintien de l'ordre. Nous comptons sur nos homologues à l'étranger, en dehors des États-Unis, parce que nous construisons des relations, partageons des informations et cherchons à retrouver et récupérer des personnes qui ont été éloignées des États-Unis. Le fait que tout cela se produise montre à quel point la menace est imminente. Les forces de l'ordre possèdent des informations qu'elles ne partagent pas. Sonny Slaughter, merci d'être venu, d'avoir pris le temps et expliqué la situation. Je vous en suis très reconnaissant. Merci de m'avoir invité. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, à bientôt.